Économiser l'énergie, c'est important pour lutter contre les changements climatiques. Mais pour les Inuits du Nunavik, ce n'est pas simple car leur environnement est très froid et il faut assurer le confort des locataires. Et comme on l'a vu précédemment, les normes ne sont pas toujours à la hauteur des besoins. Mais certains acteurs n'ont pas attendu une modification des normes pour adopter des bonnes pratiques permettant de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le confort des logements. Alors, quelle est cette recette magique? Les ingrédients sont dans cette minute éclair. Comment limiter la dépendance au mazout? La dépendance des Inuits au mazout pour le chauffage et l'électricité est un élément récurrent dans cette série. Ce mazout a des impacts négatifs sur la santé et l'environnement. Alors, quelle est la première étape pour limiter cette dépendance? Louis Gosselin, professeur au département de génie mécanique à l'Université Laval, nous éclaire. La première étape, c'est d'essayer de réduire notre demande. C'est ça qui va faciliter la transition. Fait que tout ce qu'on peut faire dans cette direction-là va être utile. Je pense qu'il faut commencer par l'efficacité énergétique parce que c'est la base de réduire notre demande, dans le fond. Donc, si on améliore la performance, on réduit notre demande, bien après, on en a moins à substituer vers d'autres formes d'énergie. Pour s'orienter vers des énergies plus propres, il faut donc commencer par réduire la consommation d'énergie. Mais voilà, 98% de la population inuite du Nunavik vit dans des logements sociaux. Et cela a des conséquences sur les factures d'énergie, comme nous l'explique Patrick Miron, directeur général par intérim, et Marie-Christine Vanier, directrice des communications et conseillère stratégique et politique par intérim à l'Office municipal d'habitation Kativik ou OMHK, l'organisme en charge d'administrer et d'entretenir les logements sociaux. C'est pas les locataires qui payent directement leurs factures d'électricité, d'énergie, ni de services municipaux. On charge des loyers à prix modique selon les critères du logement social. Par contre, le loyer ne couvre pas les frais d'opération d'une unité. Si on prend, exemple, les coûts d'opération d'énergie, de maintenance, d'hypothèque, parce qu'ils sont sous des programmes de 15, 20, 25 ans, dépendant là, des années où on reçoit les maisons, c'est roulé à perte. Les factures d'énergie sont donc incluses dans les loyers, et ce loyer reste fixe quelle que soit la consommation d'énergie des habitants. Dans ces conditions, comment inciter les locataires à réduire leur consommation d'énergie? On a développé un programme de sensibilisation au paiement du loyer qui a connu un bon succès. On a augmenté les taux de paiement de loyer de façon significative. On avait un concours là, sur le paiement du loyer, puis on faisait gagner des gros prix. Donc, peut-être que ça, c'était un incitatif au paiement du loyer. Je pense que s'en aller vers un projet comme ça de sensibilisation sur la consommation d'énergie, ça pourrait être vraiment quelque chose qui est plus adapté. Veux pas, on récolte la facture des services municipaux, de l'électricité. Donc, éventuellement, on va faire une campagne de sensibilisation pour la consommation de l'énergie. La sensibilisation qui a servi à améliorer le taux de paiement des loyers pourrait également permettre de réduire les consommations d'énergie. C'est ce que nous confirme Jean-Pierre Chakra, chef conception, développement, intervention, efficacité énergétique de la société Hydro-Québec. 90% de la population sont des gens, des locataires, qui habitent dans des locataires, dont la facture énergétique est inclue dans le bail. Donc, quand on fait des activités de sensibilisation, le levier qui permet d'encourager la sensibilisation, c'est-à-dire qu'il y ait la facture électrique, on dit « OK, j'ai fait un effort et je vois ma facture réduite », ce levier n'existe pas. Ce qui n'aide pas trop à la sensibilisation. C'est pour ça qu'on essaie d'être créatif, d'amener d'autres moyens d'encourager la population à réduire leur consommation. Le premier levier d'Hydro-Québec pour réduire les consommations d'énergie, c'est donc la sensibilisation. On a une dimension de ce qu'on appelle de la sensibilisation. Une dimension où on va outiller par des conseils, donner des recommandations en matière de réduire la consommation d'électricité. Dans les communautés inuites, on va leur communiquer la sensibilisation des fois dans leur langue maternelle ou en anglais, parce qu'on va essayer de maximiser la communication et la compréhension un peu des mesures. Et ce qui est le fun avec la sensibilisation, c'est que, alors que notre objectif, c'est de réduire aussi la consommation d'électricité, ça donne aussi un peu de cube pour réduire leur consommation de combustible. Une autre avenue, c'est l'implantation de nouvelles technologies moins énergivores. On va financer, par exemple, des électroménagers plus efficaces que le standard.
On va contribuer à financer ou à donner ou à distribuer de l'éclairage plus efficace. Donc, ça, c'est la deuxième dimension qu'on va mettre en place pour réduire la consommation d'électricité. Et encore là, l'incitatif la plus financier ne peut être que de côté électrique, parce que c'est comme ça qu'on est capable de justifier le budget, d'aller donner des incitatifs pour éviter aussi que ça augmente les tarifs pour le reste des Québécois. Et l'idée du concours mentionné par le MHK ? Hydro-Québec tente aussi l'expérience. On va lancer ce qu'on appelle un concours de sensibilisation à la pointe hivernale pour les réseaux autonomes en général, dont le Nunavik fait partie. Et on leur dit participez à la sensibilisation, faites une réduction de la consommation et inscrivez-vous au tirage. À la fin de la période hivernale, on va prendre les personnes qui sont inscrites, on va faire un tirage et on a tiré des iPads, on a tiré des couvertures chauffantes. L'année prochaine, on va prévoir d'autres récompenses. La récompense de valeur, c'est un incitatif suffisant pour dire, OK, c'est intéressant, Hydro-Québec est sérieux dans ses démarches, on va tenter de contribuer le maximum possible aux besoins d'Hydro-Québec. Mais surtout, peu importe les concours et les incitatifs financiers, il faut que l'efficacité énergétique soit gagnante pour tout le monde. Et pour ça, la participation est essentielle. Dans un programme ou dans une initiative, il faut qu'il y ait l'aspect win-win-win. Le win d'Hydro-Québec, mais aussi le win de la communauté, mais surtout le win pour le client. Et c'est ça un peu ce qui fait le succès de l'efficacité énergétique. C'est que tout le monde a été partie prenante, tout le monde a exprimé sa vision, et finalement, le programme a été assez flexible pour répondre à toutes les attentes. Bref, Hydro-Québec fait beaucoup d'efforts pour augmenter l'efficacité énergétique. Mais il y a des limites, car Hydro-Québec ne peut agir que dans l'électricité, qui ne fournit que le quart des besoins en énergie du Nunavik. Le 3/4 des besoins en énergie restants, qui correspondent au chauffage, est assuré par une organisation inuit, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, ou FCNQ. Donc, pour qu'Hydro-Québec agisse davantage pour l'efficacité énergétique du Nunavik, il faudrait développer le chauffage électrique, et c'est le cas à Inukjuak, comme nous le verrons dans un prochain épisode. À moins que la réglementation n'évolue pour donner plus de compétences en efficacité énergétique à Hydro-Québec. Comment concevoir des logements adaptés à la culture inuite ? S'approvisionner en électricité, ce n'est pas tout. Il faut aussi que les habitations soient adaptées au climat glacial du Nord. Heureusement, la Société d'habitation du Québec a rédigé un guide de bonnes pratiques pour la construction d'habitations au Nunavik. Guy Robichaud, qui a participé à l'élaboration de ce guide, nous fait part de certaines recommandations. Les conditions climatiques au Nunavik amènent à être encore plus, les bâtiments être encore plus efficaces au niveau de l'étanchéité parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a des grands vents au Nunavik, il n'y a pas d'arbres. La saison hivernale est plus longue, le froid est plus intense, l'air est plus sec. Alors, c'est tous des aspects qu'il faut tenir compte et dont le bâtiment exige d'être encore plus étanche, mieux isolé. Puis le fait d'avoir des bâtiments, par exemple, qui ne sont pas directement appuyés sur le sol, qui sont sur des vérins ou des structures qui dégagent le bâtiment du sol, ben ça fait en sorte qu'il faut ici isoler le plancher. Et à qui s'adresse ce guide de bonnes pratiques ? Les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs, même les arpenteurs, des fois, qui sont impliqués dans un projet. Il y a plusieurs techniques là-dedans qui peuvent être utilisées pour d'autres choses que l'habitation, c'est-à-dire que des petits bâtiments institutionnels ou autres là, qui sont de même envergure qu'une habitation pourraient bénéficier de plusieurs recommandations ou spécificités du guide. Les professionnels disposent donc d'un guide pour adapter les constructions aux particularités du Nunavik. Mais pour s'adapter aux mentalités, on fait comment ? On en parle avec Samy Tanouri et Roxane Gauthier d'Evoque, une société qui conçoit notamment des logements au Nunavik. Les standards dans le nord et dans le sud doivent être différents. C'est pas possible. On ne peut pas construire une maison à Montréal puis imaginer qu'elle sera la même au Nunavik. Ce qui est très important, c'est que quand on travaille avec les communautés, c'est de matérialiser leur vision et leurs ambitions par rapport à leurs besoins. Donc, c'est vraiment un travail d'écoute, de collaboration. On utilise aussi beaucoup le mot co-création. Les charrettes de conception, dans le fond, c'est qu'on invite des gens choisis dans la communauté qui viennent et qui s'assoient autour de la table avec nous. Et on développe les projets avec eux. On fait des dessins, on fait des entrevues, on fait des fois des consultations publiques. Et puis, il y a des entrevues. Nous, on s'est rendu compte que dans
toute cette approche-là. Ça pouvait être intéressant de rencontrer les gens par groupe. Donc, on va rencontrer les aînés ensemble, on va rencontrer des jeunes adolescents ensemble, on va rencontrer des groupes de femmes, des groupes d'hommes, ou des fois tout le mélanger. Mais des fois, en séparant les groupes, les gens s'expriment plus facilement. Donc, c'est toujours un défi de permettre aux gens de s'exprimer et de se sentir à l'aise. Surtout qu'on parle de développer des projets d'architecture ou de construction. C'est pas tous les jours qu'on fait ça et que les gens ont l'habitude de faire ça, alors il faut les mettre à l'aise. Rencontrer et écouter les communautés à toutes les étapes du projet est donc un élément clé pour concevoir des logements répondant au mieux aux besoins. Il faut aussi adapter le logement à la culture inuite dès sa conception. Quand on prend le temps d'écouter puis on prend le temps de s'asseoir, c'est ce qu'il nous explique. Donc, il y a des choses très, très concrètes qui rapidement commencent à sortir. Puis, c'est souvent relié à leur mode de vie de chasseurs, de gens qui vivent sur le territoire, des gens qui manipulent des véhicules comme des VTT, comme des chaloupes, qui ont besoin d'espace pour manœuvrer. Après, c'est des gens qui manipulent des armes à feu, donc qui ont besoin de storage. Le climat est très, très rude. C'est l'hiver longtemps. Donc, ils ont des gros manteaux d'hiver, des gros parkas. Donc, ça prend du rangement. La cueillette de la viande puis la transformation de la viande, très peu de gens font encore ça eux-mêmes. Eux, les Inuits, ça fait partie de leur quotidien. Donc, c'est toutes des choses qu'ils font chez eux, dans leur maison, eux-mêmes. Puis, c'est précieux pour eux. Ça fait partie de leur style de vie. Incorporer ça dans leur logement, c'est en même temps prendre soin de préserver leur style de vie. Donc, c'est quelque chose pour eux qui est extrêmement important. Mais on l'observe que prendre soin de concevoir les logements pour que ça fonctionne bien pour une famille de chasseurs puis de pêcheurs, leur logement, 10-15 ans plus tard, il est en bien meilleur état, puis ils en ont pris bien mieux soin, il a bien vieilli, puis les gens sont attachés, ça fonctionne. C'est une architecture qui fonctionne bien, c'est des bâtiments qui sont bien entretenus, ça fait des bons projets, ça fait des projets forts. On le voit que c'est une façon de travailler qui est durable. Revenons-en maintenant à l'énergie. Evoque a développé un prototype permettant d'économiser près de la moitié de la consommation énergétique d'un logement. Imaginez, si on réduit les factures d'énergie des logements, on pourrait réduire la dépendance des Inuits au mazout et faciliter la transition vers des énergies renouvelables. De plus, le montant économisé sur les factures d'énergie pourrait servir à construire plus de logements. Et pour cela, il y a un petit défi budgétaire à résoudre. Si on pouvait, dans les systèmes publics, lier les budgets d'opération avec les budgets de construction, les économies au niveau de l'énergie, ça pourrait nous mener à avoir des bâtiments de meilleure qualité tout en construisant autant de bâtiments. Plusieurs acteurs ont donc développé des bonnes pratiques pour améliorer l'efficacité énergétique et le confort des logements au Nunavik. Un élément clé de leur succès est l'implication des communautés dans une perspective de co-construction. Mais certains défis doivent encore être surmontés, comme la possibilité de transférer les économies d'énergie réalisées par des logements plus efficaces en énergie au financement de nouveaux logements efficaces en énergie. Et les économies d'énergie réalisées dans ces nouveaux logements, à leur tour, permettrait de financer des logements plus efficaces en énergie. Et les économies... on a compris. Un autre élément à considérer, c'est que 98% des Inuits du Nunavik vivent dans des logements sociaux. Une situation absolument unique. Comment en est-on arrivé là ? On en parle dans le prochain épisode.